Salut! Si vous regardez les vidéos sur ma chaîne, vous remarquerez sans doute que les deux vidéos de classement que j'ai fait sont sur les franchises Halloween et Vendredi 13, deux sagas qui ont comme particularité d'avoir Michael Myers et Jason Voorhees comme tueurs. Et pour ceux qui sont plus fans de ce genre de film, vous savez aussi que ces deux personnages font partie de ce qu'on appelle The Big Three, qui comme son nom l'indique, est le trio que beaucoup considèrent comme les figures les plus connues du cinéma d'horreur. Et le troisième personnage de ce trio que je n'ai pas encore traité, c'est nul autre que Freddy Krueger et sa saga Nightmare on Elm Street. Même si Halloween est clairement mon film préféré dans tout ça, Les Griffes de la Nuit, c'est clairement la franchise que je préfère. Et ça, c'est pour la simple raison que le personnage en lui-même est trop bien, et que les films sont ceux qui tentent le plus de choses. En effet, au contraire d'Halloween et Vendredi 13, les films Freddy essaient tous d'une manière ou d'une autre de rajouter quelque chose de nouveau, même si dans plusieurs cas, c'est totalement raté. Et ça, je respecte beaucoup plus. Donc je me suis dit que ce serait fun de vous donner mon classement sur cette série, parce que pourquoi pas. Et petite précision avant de commencer, je n'avais pas parlé de Freddy vs Jason, parce que j'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur ce film dans le classement des Vendredi 13, mais si je devais le placer parmi les Freddy, il serait entre la 5e et la 4e position. Donc sans plus attendre, on commence avec... A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. Sorti en 1989 et réalisé par Stephen Hopkins, ce film se retrouve à la dernière place pour la simple raison que c'est de la grosse merde. La source de ma haine, c'est que c'est un bordel qui, à première vue, est totalement incohérent et incompréhensible. Bon, en y réfléchissant un peu, cette idée de Freddy qui renaît à partir des rêves du bébé dans le ventre d'Alice, c'est original et pour une fois, une résurrection du personnage qui est un minimum réfléchi. En tout cas, c'est mieux que de la piste de chien. Mais je ne veux pas vous mentir qu'à mon premier visionnage, j'avais un peu rien compris. Car le film explique tout ça beaucoup trop vite, il faut parfois s'inventer des réponses pour remplir les trous. Encore, je peux tolérer cette histoire de fœtus rêveur. Mais l'autre bidule avec la mère de Freddy, là c'est du non-sens total. Je veux dire, dans le 3, c'est une sorte de fantôme totalement libre qui aide les personnages à battre Freddy. Donc à quel moment celui-ci a acquis le pouvoir de l'enfermer dans son Dream World, et surtout, comment et quand l'a-t-il fait? Donc, le temps que je passe à essayer de comprendre à logiquement l'expliquer, ça fait que cette suite est beaucoup moins fun que ses prédécesseurs. Je dirais même qu'il en devient ennuyeux. Les apparitions de Freddy sont beaucoup moins fréquentes et son nombre de victimes considérablement réduit. Certaines scènes de rêve continuent toujours à être plus fun les unes des autres, comme celle de la moto et le Bon Appétit Bitch. Mais d'autres sont particulièrement nuls à chier, comme celle de la piscine, qui contient un des nombreux exemples d'effets spéciaux très moches de ce film, mais en plus qui n'aboutit même pas à un meurtre. Et ne parlons pas de Super Freddy. Oh ta gueule. Comme vous pouvez le constater avec ce simple clip, ce film est le départ officiel du personnage dans le ridicule. Ça commençait déjà un peu à paraître dans le 4, mais là c'est juste affligeant. Le mec balance au moins 5 blagues à chaque meurtre, et je dis bien aucune, mais aucune d'elles n'est drôle. De plus, son maquillage n'est pour la première fois pas convaincant du tout, ce qui fait que c'est la performance de Robert Englund sauve la manœuvre. Les personnages qui lui servent de sac à viande ne sont évidemment pas mieux, ils se contentent tous d'avoir deux traits de personnalité random qui déterminent leur façon de mourir. Le tout reste donc très superficiel et les acteurs n'aident vraiment pas à ça, en particulier Alice, dont l'actrice n'est pas aussi bonne que dans le 4. Les quelques qualités encore présentes, à part celles que j'ai déjà nommées, c'est la réalisation de Stephen Hopkins, qui se rapproche assez bien du style de Renée Harlin dans le 4, et quelques scènes qui sont assez dérangeantes. Mais tu rajoutes à ça une intro qui a instantanément mis mal à l'aise moi et mes compagnons de visionnage, et l'enfant d'Alice qui est là juste pour donner des moments bien cringe. Je n'ai pas d'autre choix que de mettre ce film en dernière place. Le remake de Nightmare on Elm Street, sorti en 2010 et réalisé par Samuel Bayer, ce film a la réputation d'être un des pires remakes sortis dans la vague des années 2000. Et je vais me jeter dans l'opinion générale parce que c'est très vrai. Pour moi, ce qui est le plus important dans un remake, c'est qu'il s'éloigne le plus possible du déroulement narratif de l'original, tout en ajoutant des éléments différents. Ici, rien de ça n'est fait. On dirait legit un film en mode automatique qui est ennuyé de lui-même et qui se contente d'imiter l'original d'une manière totalement morose et plate. Prenez juste Nancy, quand elle était jouée par Heather Langenkamp, son personnage était vivant et fun à suivre. Là, cette version jouée par Rooney Mara n'a pas de personnalité et son état constant de marmonnage fatigué la rend ennuyante. Et ça, c'est quelque chose qui peut être dit pour tout le monde. En plus des personnages moins bien, les scènes reprises de l'original font juste pitié. Que ce soit la scène de prison qui est dépourvue de tension, la mort de Tina qui est... C'est tout, et surtout la scène du mur, qui n'a pas 1 gramme de la qualité de l'original, c'est juste un remake chiant à regarder. Alors évidemment, s'il est à la 7e place, c'est qu'il a des qualités. Personnellement, j'adore certains des visuels. Le réalisateur était clairement inspiré pour quelques scènes de rêve, et c'est vraiment cool à voir. De plus, le film nous montre beaucoup plus la souffrance des personnages à rester constamment éveillés, et le concept des microlapses est intéressant. La scène d'intro est aussi franchement bonne, en même temps d'être fourbe car ça trompe le spectateur à penser qu'il s'apprête à regarder un bon film. Mais la grande qualité ici est clairement le Freddy Krueger, joué par Jackie Earle Haley. En sachant qu'il a la lourde tâche de remplacer le légendaire Robert Englund, le mec donne une performance assez bonne, qui est beaucoup plus sinistre que d'habitude, mais qui garde cet aspect moqueur qui constitue l'essentiel du personnage. Mais malgré toutes ces bonnes choses,
chose, rien ne peut sauver ce film de l'énervement sévère que j'ai ressenti à un moment. En effet, il y a un bout où le scénario explore la possibilité que Freddy a été une victime de fausses accusations qui ont mené à sa mort, et qui donc veut se venger des personnes qui l'ont accusé à tort. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est méga intéressant comme idée. Ça aurait ajouté un aspect plus tragique et complexe au personnage. Et puisque c'est un remake, je pense que ces modifications auraient été les bienvenues. Mais tout cela est jeté à la poubelle quand c'est révélé qu'en plus d'être un meurtrier, le mec était un pédophile qui attirait les enfants pour les abuser. C'est un changement absolument honteux, et ça rend juste le film dégueulasse et aucunement fun. Et tu rajoutes à ça des jumpscares cheap qui ont juste pour effet de me casser les couilles, le remake de Nightmare on Elm Street, c'est juste un des plus gros gaspillages de potentiel que j'ai vu. Freddy's Dead The Final Nightmare, sorti en 1991 et réalisé par Rachel Talalay. Cette suite est non seulement la dernière entrée dans la timeline originale de Freddy, mais aussi le plus qui est généralement considéré comme le pire de la saga. Et je vais être honnête, je vois absolument pourquoi. À ce point-là, ça paraît que les scénaristes avaient juste abandonné l'idée de construire une histoire cohérente. Ça, ou ils étaient juste fous. Sérieusement, le nombre d'idées de merde que ce film possède est juste hallucinant. Par où commencer? Springwood qui devient une ville fantôme après que Freddy ait tué tous les enfants de la zone, ça donne certes des scènes très drôles, mais ça n'a aucun sens. Et attention, là, les victimes de Freddy sont effacées de la mémoire d'une partie des gens qui l'ont connu. Hein? Et hop là, on fait en sorte que le dude random ait la capacité d'accéder aux rêves des gens comme Kristen dans le 3. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de pute? Et le top du top, des petits démons qui sont responsables des pouvoirs de Freddy en effets spéciaux moches. I want it all! Of course you do. Then open up. And you shall be Forever. C'est nul! Mais ce gros bordel sans fin, ça rend le film assez drôle à regarder. L'empilage constant de mauvaises décisions est tellement intense que ça devient divertissant. Au contraire du 5, je suis capable d'avoir du fun en regardant ça. Je ne suis pas toujours en train d'essayer de comprendre une histoire de bébé rêveur. D'autant plus que certaines scènes sont premier degré assez bonnes, comme celle du rêve de Carlos, qui est selon moi une des meilleures façons que Freddy a tué une victime, et le petit cameo de Johnny Depp. C'est juste dommage que ce petit gag mène à la fameuse séquence du jeu vidéo, qui là est clairement une des pires scènes de la saga. Et cette scène résume assez bien le vrai problème de ce film. Freddy n'est plus qu'une simple parodie de lui-même. Tout, je dis bien tout son aspect intimidant est disparu. Non seulement le maquillage est vraiment de la merde, mais c'est aussi impossible de prendre le mec au sérieux. Le 3/4 de ses phrases sont des trucs comme ça. This, bitch. Et sinon, il se contente juste d'être un Looney Tunes sous coupe budgétaire. Si seulement les personnages pouvaient améliorer tout ça, mais ce n'est pas le cas. Premièrement, ils sont cons, pas une grande surprise. Mais là, les performances des acteurs sont exceptionnellement mauvaises. Where are you from? I don't know! Bref, ouais, Freddy's Dead, même s'il me fait bien rire, est une fin assez pathétique pour un personnage comme Freddy Krueger. A Nightmare on Elm Street 4, Dream Master, sorti en 1988 et réalisé par Ronnie Arnin, ce titre marque le moment dans ce classement où je commence à bien aimer les films. Dream Master, c'est clairement l'entrée dans la franchise qui a le plus de fun. Et certes, ça donne un bon visionnage, mais ça oublie un peu de créer une histoire cohérente. Je vais commencer par dire les trucs que j'aime. Premièrement, les séquences de rêve sont de loin les meilleures de la saga en entier. Que ce soit celle où le lit du mec se transforme en piscine, celle où Freddy aspire littéralement la vie de la fille, ou l'autre où il bouffe une pizza composée de la tête de ses victimes, c'est juste incroyablement créatif et fun à regarder. Et bien évidemment, la scène où Freddy fait transformer sa victime en insecte est facilement top 3 des meilleures séquences de la franchise. Le concept en soi est assez terrifiant, mais les effets spéciaux hyper dégoûtants sont un véritable plaisir à regarder. Et ça, ce n'est pas étonnant, puisqu'ils sont l'œuvre de Screaming Mad George, le mec qui a conçu des effets pratiques dans Society. Donc voici un court extrait. Le tout donne donc une suite qui paraît inspirée, avec surtout la réalisation parfaite de Ronnie Arlin, qui ajoute beaucoup de style dans son long métrage avec des couleurs vives et des mouvements de caméra improbables qui transmettent parfaitement le sentiment de rêve. Je pense aussi que Freddy ici est à son prime. Il commence à balancer un peu plus de punchline que d'habitude, mais ce sont ses meilleurs. Et le maquillage est la dernière fois on va le voir avec un bon look. De plus, cette entrée ne fait pas encore l'erreur d'essayer d'explorer la backstory du mec, car les scènes avec Amanda dans le 3 étaient clairement plus une corvée qu'autre chose. Mais malgré toutes ces bonnes affaires, l'histoire est un peu conne. Alice qui aspire la personnalité de ses amis après leur mort, je trouve ça vraiment cave. Surtout que cette suite est le moment où les transitions entre les rêves et réalité deviennent un peu trop confuses à mon goût. Les personnages s'endorment n'importe où et n'importe quand, donc l'aspect d'avoir peur du sommeil est perdu. Mais ce qui me fait véritablement chier, c'est les nouveaux personnages, qui marquent le moment dans la série où ils deviennent de simples sacs à viande. Je n'ai pas de problème avec le fait de tuer les protagonistes du film précédent dès le début, mais si c'est pour me les remplacer par des randoms qui, comme dans le 5, ont des traits de personnalité qui servent juste à donner une scène de rêve cool, ben j'aimerais un retour s'il vous plaît. Et tu rajoutes à ça Freddy qui se fait ressusciter par de la pisse de chien et une raison de défaite qui est juste merdique, ben je suis désolé, mais je peux pas le mettre plus haut. Donc ouais, Dream Master, c'est certes très fun, mais le scénario mal écrit m'empêche d'adorer le tout.
New Nightmare, sorti en 1994 et réalisé cette fois par Wes Craven lui-même, le fait d'avoir mis ce film à la 4e place est peut-être un peu controversé, mais honnêtement, j'assume que je n'adore pas tant ce film. Ce qui me refroidit un peu avec cette entrée, c'est que je la trouve un peu plate. Attention, comme tout le monde, je trouve que l'histoire est très cool. Un démon qui veut rentrer dans le monde réel en prenant l'apparence de Freddy Krueger, c'est vraiment bien comme concept. Surtout qu'ici, les personnages sont des versions fictives des vraies personnes qui ont travaillé sur les films Nightmare on Elm Street. Cet aspect méta fait qu'on a le droit à des apparitions de plein de personnes comme Wes Craven, Robert Englund, John Saxon et même des producteurs de la saga comme Bob Shaye et Sarah Fisher. Et c'est honnêtement ce que j'aime le plus dans ce film. C'est de loin un des longs métrages les plus méta que j'ai vu, mais ce n'est pas gossant car c'est géré d'une bonne manière. Et le fait que ça justifie le retour de Heather Langenkamp dans le rôle principal, bah c'est juste incroyable. Surtout que celle-ci donne la meilleure performance des 3 films où elle apparaît. Son arc narratif est parfaitement traité. L'avoir réalisé petit à petit que ce qui se passe est bien réel, et donc se faire prendre pour une folle par beaucoup de monde, ça fait qu'il y a un véritable sentiment de solitude pour le personnage, qui est assez efficace, ce qui fait qu'évidemment, on s'attache à elle. Et un retour d'une part de mystère dans la saga est aussi la bienvenue, car au départ, on se demande sérieusement comment Freddy est dans notre monde. Ma plainte revient surtout qu'il n'y a pas grand chose qui se passe pendant les 2 premiers actes. Les 10 000 scènes de tremblement de terre sont pour moi plus chiantes que d'autres choses, malgré que ce soit un contexte intéressant. Et le démon s'en prend surtout à l'enfant des deux pour rentrer dans le monde réel, ce qui fait que beaucoup des événements soi-disant épeurants qu'on nous montre, c'est ça. Et je suis désolé, mais les enfants, ça n'a jamais été quelque chose qui me fait peur. Ici, ça va me prendre un petit peu plus pour me faire de l'effet. Et quand, enfin, après fucking de temps, le faux Freddy apparaît, je suis un peu déçu. Il a peut-être l'air cool en figurine, mais dans le film, je ne suis pas du tout fan de son design. Je sais pas, son chapeau trop vert et ses brûlures hyper fake, je trouve ça juste pas beau. Bon, il a quand même ses bons moments. Hey Dylan, ever played Skin the Cat? Mais malgré qu'il revienne à un ton un peu dark, je ne le prends toujours pas au sérieux. Je dois admettre par contre que toute la finale qui prend place dans le lieu du démon est extrêmement stylée. Les décors sont superbes et la scène où le mec tente carrément de bouffer l'enfant est assez terrifiante. De plus, la séquence du meurtre de la babysitter est incroyable. New Nightmare, c'est donc un bon film assez particulier, mais c'est juste pas celui dans la franchise que je préfère. Et Nightmare on Elm Street 2, Freddy's Revenge. Sorti en 1985 et réalisé par Jack Shorter, je ne suis pas gêné de dire que cette suite est de loin la plus sous-estimée de toute la saga. Freddy's Revenge, c'est en effet un film qui est très rejet dans la franchise. Aucun personnage n'apparaît ou est mentionné dans les suites qui suivront. Et la quête de Freddy qui essaie de posséder un corps de gars pour entrer dans le monde réel, c'est quelque chose qui n'est jamais refait. Et c'est justement ce point qui est le plus controversé. Le point de Freddy, c'est que quand il rentre dans le monde réel, il perd ses pouvoirs. Ce qui fait que c'est la façon principale de le battre. Mais ici, ça devient carrément sa quête. Et on comprend pourquoi lorsqu'on voit que dans cette suite, ses pouvoirs marchent dans le monde réel. Je suis d'accord de dire que ça n'a aucun sens et c'est une énorme incohérence. Mais vu son statut de film rejet et que le résultat est très bon, je suis prêt à accepter cette nouvelle histoire. Ce qui me fait adorer cette suite, c'est clairement sa version de Freddy, qui est de loin dans son état le plus effrayant. Au contraire de tous les autres, ce Freddy ne dit aucune blague et reste très sérieux. Et même si ça va à l'encontre de l'essence du personnage, le fait que Robert Englund soit toujours derrière le maquillage sauve la manœuvre. Maquillages qui, dans cette suite, sont exceptionnels. Ses yeux de démon et son nez de sorcière lui donnent un aspect très menaçant, et le fait que son visage soit constamment humide fait bien ressortir le tout. Cette qualité dans les maquillages, ça donne donc des effets pratiques plus poussés. Et là, t'as une scène où Freddy sort du corps du personnage principal directement par le ventre. C'est trop bien. Et malgré que ça contredit le but de son personnage, j'aime énormément cette fameuse scène de la piscine, car pour la seule fois dans la franchise, on nous montre Freddy faire un gros massacre d'une seule shot, ce qui est quand même cool. Pour balancer la qualité de Freddy, les protagonistes sont aussi un grand point fort. L'acteur de Jesse s'implique beaucoup dans le rôle, ce qui fait qu'on se sent mal pour lui quand il pense avoir tombé dans la folie. Sa blonde Lisa est aussi très attachante, car constamment supportive, et les parents sont de loin les plus goats, l'un d'eux ayant avant combattu des zombies. Ce qui est aussi goat, c'est la nouvelle musique de Christopher Young. Comme à son habitude, le mec se donne vraiment dans la bande sonore, et les compositions orchestrales sont juste sublimes. En particulier le thème principal, que j'aime presque autant que celui de Charles Bernstein. Mais malgré toutes ces bonnes choses, il y a quand même des trucs qui ne fonctionnent pas. La première partie du film est assez répétitive. On passe sans cesse du jour à la nuit sans transition et c'est souvent pour nous montrer la même chose, c'est-à-dire Jesse qui se fait posséder petit à petit. En plus, énormément de scènes sont sans but et ne font pas avancer l'histoire. Mais tu rajoutes à ça une des meilleures scènes d'intro de la série et la meilleure location pour la finale de tous les films de Freddy, Nightmare on Elm Street partie 2, c'est un film que j'aime bien. Bon, là, écoutez-moi. J'aime Nightmare on Elm Street, c'est un bon film et je reconnais parfaitement son importance dans le cinéma d'horreur. C'est juste que j'ai des plaintes qui le ramènent à la deuxième place. Je vais commencer par dire les trucs que j'aime pour calmer la foule. Évidemment, l'histoire est géniale et est un de mes concepts préférés de tous les films confondus.
Cette idée d'un gars qui se cache dans tes cauchemars avec la seule idée de te tourmenter et ensuite te tuer, c'est assez terrifiant. D'autant plus que le personnage lui-même est le coup de génie de ce cher Wes Craven. Sa personnalité moqueuse, son pull rouge et vert, son chapeau, son visage brûlé et surtout ses griffes qui sont une arme bien trop stylée, absolument tout chez lui est iconique. Et j'aime aussi que pendant une bonne partie, son identité soit un mystère pour tous les personnages, car c'est le seul film dans la franchise où c'est le cas. Mais en plus d'un vilain incroyable, les protagonistes le sont aussi. Voir un jeune Johnny Depp dans le rôle de Glenn, c'est trop bien. Et la bonne chimie qu'il a avec Nancy Thompson, jouée par Heather Langenkamp, ça donne des scènes très fun à regarder. Surtout que Nancy Thompson est clairement une des meilleures protagonistes de films d'horreur. Son acting n'est peut-être pas au pic de New Nightmare, mais ça reste une performance assez honnête, ce qui fait qu'on s'attache à elle. Et encore une fois, la chute dans la solitude qu'elle subit fait qu'on se sent investi. Cet investissement, ça fait donc que plusieurs des scènes font partie des plus stylées du cinéma d'horreur. Toutes les scènes des visions du cadavre de Tina sont extrêmement creepy, certaines des images sont d'une iconographie absolue, et les scènes de rêve sont extrêmement mémorables. Que ce soit la mort de Tina, qui je trouve a toujours son petit effet aujourd'hui, la scène de la prison, dont le stress ressenti est inégalé, et surtout la mort de Glenn, qui juste est absolument parfaite dans l'idée et l'exécution, j'admets à 100% que ce film nous donne des moments qui définissent le genre de l'horreur. Mais si je l'ai pas mis en première place, c'est parce qu'il y a des trucs qui me dérangent. Même s'il est absolument iconique, Freddy Krueger dans ce film est loin d'être à son prime. Si on ignore les fois où il a l'air totalement goofy, il y a des fois où il est un peu filmé comme le cul, ce qui fait qu'il est pas super intimidant. Je suis désolé, mais les 2000 scènes où on fait juste regarder un personnage explorer un lieu, avec le thème musical qui est au moins répété 300 fois, c'est de l'ennui total pour moi. Et en parlant de ce thème principal, certes il est très cool, mais on l'entend beaucoup trop souvent, c'est à en devenir fou. Et quand c'est enfin d'autres musiques qui sont jouées, parfois c'est très bien. Mais d'autres fois, je trouve que ça l'a un peu mal vieilli. Mais bref, je suis conscient que tout ça, c'est des petites plaintes. Nightmare on Elm Street reste dans tous les cas un bon film qui mérite amplement son statut de classique. Et Nightmare on Elm Street 3, Dream Warriors, sorti en 1987 et réalisé par Chuck Russell, je ne pense pas que mettre cette suite première place est si pire que ça, car c'est de loin celle que les gens préfèrent. Et ça, c'est pour de très bonnes raisons. Dream Warriors, c'est le moment dans la série où les films commencent à avoir plus de fun. Mais au contraire du 4, où c'est juste du fun insensé, là le 3, c'est du fun avec un scénario bien écrit. Placer l'action dans un hôpital psychiatrique, c'est une très bonne idée, car ça crée un sentiment d'isolement et ça nous permet d'avoir des personnages mémorables. Avant cette vidéo, ça faisait au moins 3 ans que je n'avais pas vu le film, mais je me souvenais quand même de tout le monde et de leur personnalité. Malgré leurs défauts, les personnages d'ici sont bien humanisés, et pour une fois, ils sont tous un minimum attachants. Bon, d'accord, cette affaire de Dream Warriors est un peu ridicule, et certaines scènes ont provoqué des fous rires chez moi et mes compagnons de visionnage. Mais cet aspect un peu fantastique donne un petit charme au long métrage qui est le bienvenu. Mais malgré ça, les séquences de rêve restent géniales. Freddy, comme dans le 4, est à son pic de moquerie tout en restant cruel. Je veux dire, la scène où il transforme un gars en marionnette, c'est dégueulasse. La partie où il tue une ancienne addict en lui faisant faire une overdose, c'est aussi méga cruel. Et bien évidemment, la scène de la télévision nous donne sa phrase la plus connue. Toute cette scène nous montre que le film détient un vrai contrôle entre la cruauté de Freddy et son aspect plus fun. Je dirais même que c'est ce film qui le fait mieux. Ce qui fait aussi pencher la balance en faveur de cette suite, c'est le retour de Heather Langenkamp en Nancy Thompson. Elle est certes plus passive que dans les autres opus, mais c'est pour laisser place aux autres personnages qu'elle a le rôle de guider. Par contre, je trouve que le personnage du docteur et son aventure avec la mère de Freddy n'est pas super intéressante. La backstory de la naissance de Freddy n'est pas quelque chose qu'on a besoin de savoir. Mais bon, toute cette aventure nous offre le retour de John Saxon, donc c'est cool. Une affaire encore plus cool, c'est quand même si c'est parfois pas nécessaire, cette entrée est celle qui prend le plus de risques, mais qui, au contraire des autres suites, ont du sens. Christine qui a le pouvoir d'attirer les personnes dans des rêves, c'est le fun comme concept et ça change de l'habitude. La finale en devient vraiment divertissante et on sent que le budget a été monté. Surtout que là, Freddy se fait battre d'une manière un peu plus fun que juste l'insulter comme si c'était Pennywise. Bon, ok, le combat avec le squelette est extrêmement goofy, mais pour de vrai, parce que le film a premier degré de très bonne qualité, ben je pardonne ça très facilement. Bref, Dream Warriors, c'est clairement le film de la franchise que j'aime le plus regarder. Donc il est à la première place. La vidéo touche maintenant à sa fin. Puisqu'il n'y a pas de conclusion, je vais juste vous donner les films de la franchise qui valent la peine d'être regardés. Freddy vs Jason est aussi inclus. C'est donc sur ce que je vous laisse. J'ai pas mal rien d'autre à dire, donc je vous dis